Mera, la pauvre fille, survit à la terrible torture de sa tante après la mort de ses deux parents. Sa tante lui coupe les cheveux, ignorant que ses cheveux étaient la seule solution dont tout le village avait besoin pour survivre. Cette histoire vous surprendra jusqu'à la fin. Dans un ancien village entouré de collines, réputé pour sa magnifique vue naturelle, vivait une jeune fille nommée Mera. Elle vivait heureuse avec ses parents dans une modeste maison en briques de terre. Petite, mais remplie de la chaleur de l'amour et des rires. Mera était très particulière. Contrairement aux autres filles du village qui tressaient leurs cheveux en nattes serrées, Mera était une création unique des dieux. Sa beauté était saisissante, mais c'était surtout ses cheveux qui faisaient s'arrêter les gens. C'était une merveille surnaturelle, des mèches d'un noir de minuit profond entrelacées de blanc pur et lumineux. Ce n'était pas le blanc de la vieillesse, mais un blanc qui scintillait comme la lumière des étoiles. Épais, très long, descendant jusqu'à sa taille, il semblait vibrer d'une vie propre. Quand elle marchait, ses cheveux ondulaient comme une cape royale et même dans l'obscurité, les mèches blanches dégageaient une faible lueur éthérée. Tout le village admirait ses cheveux, mais l'admiration se transformait rapidement en jalousie. Les femmes plus âgées murmuraient derrière leurs calebasses, les jeunes filles se mordaient les lèvres d'envie, rêvant d'avoir ne serait-ce que la moitié de sa beauté. Consciente du danger que représentait une telle attention, la mère de Mera s'asseyait souvent près du feu pour lui tresser ses magnifiques cheveux, les mains tremblantes. Elle regardait Mera dans les yeux et lui disait « Mera, ma fille, écoute bien les paroles de ta mère. Reste toujours humble et gentille avec tout le monde, jeune comme vieux. Ne laisse jamais l'orgueil entrer dans ton cœur à cause de ton visage ou de tes cheveux. Souviens-toi, la beauté s'efface comme le soleil du soir, mais un bon caractère, c'est le soleil qui ne se couche jamais. Le bon caractère l'emporte toujours sur la beauté. » Mera gardait ces paroles précieusement dans son cœur, portant son humilité comme une seconde peau. Mais la vie est imprévisible. Un après-midi funeste, un nuage sombre s'abattit sur leur foyer heureux. Le père de Mera, un homme robuste, s'effondra soudain, terrassé par une forte fièvre. Malgré les efforts de Mera pour le rafraîchir avec des linges humides et des mixtures d'herbes, la fièvre ne céda pas. Le soir venu, le pilier de la famille rendit son dernier souffle. Ce fut une perte immense et écrasante. La mère de Mera, qui aimait son mari plus que sa propre vie, ne supporta pas la douleur. Le choc fut trop violent. Le lendemain, elle porta la main à sa poitrine et mourut d'une crise cardiaque, rejoignant son mari auprès des ancêtres. En seulement 48 heures, Mera passa du statut de fille chérie à celui d'orpheline solitaire. Elle enterra ses parents côte à côte, ses larmes tombant comme de l'acide sur la terre fraîche. Elle se retrouva seule dans un monde froid, entourée de chagrin, de larmes et des douloureux souvenirs de l'amour perdu. La tragédie ne s'arrêta pas là. Les villageois la surnommèrent « la fille maudite », l'accusant d'avoir tué ses parents. Tout le village l'évitait. L'oncle de Mera, le jeune frère de son père, vit une opportunité dans sa douleur. Homme cupide, il chassa Mera des terres de son père. « Cette terre appartient aux hommes de la famille », cria-t-il en jetant ses affaires dans la poussière rouge. « Va chercher ta voie ailleurs. Une fille n'hérite de rien ici. » Mera se tourna vers les voisins, ces mêmes personnes que ses parents avaient nourries quand leur récolte avait échoué. Mais ils lui tournèrent le dos, fermant leurs portes. Ils craignaient l'oncle. Mera pleura amèrement en réalisant à quelle vitesse le monde pouvait se retourner contre une orpheline. Sans argent ni parents, elle comprit qu'elle était devenue invisible. N'ayant plus nulle part où aller, elle rassembla ses quelques affaires et entreprit le long voyage vers le village voisin pour rejoindre sa seule famille restante. Sa tante, une femme connue dans tout le village sous le nom de Madame Dorcy. Madame Dorcy était une femme que le village craignait plus que les esprits de la forêt. Elle avait la langue aussi tranchante qu'un rasoir et le cœur dur comme du granit. Elle avait une fille unique, Chioma, qu'elle traitait comme un œuf fragile. Chioma ne levait jamais le petit doigt, ne balayait jamais, ne puisait jamais d'eau. Madame Dorcy jurait souvent aux femmes du marché, « Ma fille est destinée au palais. Elle ne connaîtra jamais la souffrance des gens ordinaires. C'est de l'or parmi les cailloux. » Quand Mera arriva, couverte de poussière et les yeux pleins de larmes, Madame Dorcy sourit, mais ce n'était pas un sourire d'accueil. C'était le sourire d'un prédateur voyant sa proie. « Entre, ma nièce, » dit-elle d'une voix mielleuse et fausse. Mais dans son cœur, elle avait déjà décidé d'utiliser Mera comme esclave. Tout le monde dans le village savait que Madame Dorcy était très difficile, sans cœur et méchante.
Les gens évitaient son chemin pour ne pas avoir d'ennui. Mera, cependant, ne pouvait s'empêcher d'attirer l'attention. Chaque fois qu'elle allait à la rivière ou au marché, les têtes se tournaient. Ses cheveux étaient trop beaux pour passer inaperçus. Ils capturaient la lumière du soleil et éblouissaient tous les hommes du village. Les riches, les chasseurs, même les récolteurs de vin de palme s'arrêtaient pour la saluer. Cela rendait Chioma folle de rage. Elle se plantait devant son miroir, tirait sur ses cheveux courts et ternes, sifflant de frustration. Sa jalousie devint si forte qu'elle pouvait à peine parler. Elle se disait, « Ces cheveux sont trop beaux. C'est une malédiction pour moi. Avec cette chevelure, elle attire tous les regards. Même le prince pourrait la remarquer, et moi je resterai avec rien. Il faut que je fasse quelque chose. » Un après-midi, pendant que Madame Dorcy dormait, Chioma se glissa dans la chambre de sa mère. Elle tira la lourde boîte en bois de dessous le lit et vola une grosse liasse d'argent. Elle courut jusqu'à la plus grande boutique de cosmétiques du centre-ville. Elle claqua l'argent sur le comptoir, faisant sursauter la vendeuse. « S'il te plaît, » dit Chioma essoufflée, « j'ai besoin d'un activateur de pouce et d'une crème. Je veux quelque chose qui fasse pousser mes cheveux très longs et brillants en seulement 3 jours. » La vendeuse regarda la jeune fille désespérée et éclata de rire. « 3 jours ? Ma chère, 3 jours c'est impossible, sauf si tu veux coller une queue de cheval sur ta tête. Mais j'ai un produit chimique très fort. Ça brûle un peu, mais ça force la pousse. Ça peut le faire en 1 mois. » Chioma, impatiente mais désespérée, acheta le produit coûteux et partit en le cachant dans sa robe. Le lendemain, le chaos éclata dans la maison de Madame Dorcy. Elle ouvrit sa boîte et la trouva presque vide. Son cri fit trembler tout le toit de chaume. « Qui a volé mon argent ?» rugit-elle, les yeux exorbités. Elle traîna Mera et Chioma dans le salon. Chioma s'avança immédiatement, le visage tordu par un mensonge bien préparé. « Maman, tu sais que je suis ta chair et ton sang. Jamais je ne te volerai. Pourquoi ne pas demander à l'étrangère, celle qui n'a rien ?» Elle pointa un doigt tremblant vers Mera. « Demande à la voleuse. » Sans attendre d'explication, Madame Dorcy se jeta sur Mera. Elle saisit une lourde canne dans un coin et déchaîna sa colère. Elle ne posa même pas une question. « Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai jamais volé de ma vie. » cria Mera, recroquevillée dans un coin, les larmes coulant sur son visage alors que la canne s'abattait sur sa peau. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pendant que Madame Dorcy la battait, les cheveux de Mera commencèrent à réagir. Ils se mirent à pulser. Les mèches blanches brillaient de plus en plus fort, emplissant la pièce sombre d'une lumière divine aveuglante. On aurait dit que les ancêtres se manifestaient à travers sa chevelure. Madame Dorcy se figea. La canne tomba de sa main. Elle recula, terrifiée par la jeune fille qui brillait dans le coin. Elle comprit que ce n'était pas une enfant ordinaire. Plus elle frappait Mera, plus les cheveux brillaient. Elle la relâcha, mais sa peur se transforma rapidement en calcul. Elle se mit à penser, quel est le secret de ses cheveux? En 48 ans de vie, je n'ai jamais vu une chose pareille. Il faut que je découvre le secret de son pouvoir. Le lendemain matin, alors que la brume recouvrait encore les arbres, Madame Dorcy se rendit chez le redouté sorcier Baba Tindet, dans son sanctuaire. « Baba, » murmura-t-elle la voix tremblante, « ma nièce vit chez moi. Elle est très particulière, surtout ses cheveux. Ils sont si longs, et ils brillent souvent. S'il te plaît, quel est le secret derrière tout ça ?» Baba Tindet jeta ses cauris sur le sol poussiéreux et chanta des incantations. Il observa les motifs, les yeux écarquillés de stupeur. « Madame Dorcy, dit-il d'une voix rauque, tu as de la chance. Cette fille porte une gloire que personne ne peut résister. Les cheveux de Mera sont la solution à tous les problèmes. Elle deviendra grande. C'est un don des dieux. » Madame Dorcy rentra chez elle furieuse. Cette prophétie ne la rendait pas heureuse, elle la rendait folle de jalousie. Elle vit Mera dans la cour en train de se coiffer, et sa haine décupla. « Regarde comme ses cheveux brillent », marmonna-t-elle en serrant les poings. « Alors elle deviendra plus grande que ma fille? Jamais je ne laisserai ça arriver. Je vais la briser. » À partir de ce jour, la vie de Mera devint un véritable enfer. Chaque matin,
Alors que le jour était encore sombre, Madame Dorcy entrait dans la chambre de Mera et la réveillait d'une lourde gifle. « Fille inutile, tu crois que tu es ici seulement pour manger? Debout. Va chercher de l'eau à la rivière. » Mera se levait en titubant, les yeux lourds de sommeil. Elle portait chaque matin et chaque soir une lourde jarre d'argile sur sa belle tête pour aller à la rivière. Elle lavait des montagnes de vaisselle, balayait l'immense cour, cuisinait pour toute la maison. Pendant ce temps, Chioma restait assise à se maquiller et à appliquer son produit chimique sur ses cheveux, priant pour qu'ils poussent plus vite que ceux de Mera. Elle ne faisait rien dans la maison. Madame Dorcy donnait à Mera un grand plateau de fruits à vendre dans les rues sous un soleil brûlant. Mais même dans sa souffrance, la lumière de Mera brillait. Grâce à ses cheveux, les gens se précipitaient pour acheter ses fruits, juste pour être près d'elle. Elle rentrait en courant et remettait tout l'argent à Madame Dorcy. Pourtant, il n'y avait jamais la moindre reconnaissance. Madame Dorcy et Chioma mangeaient toute la nourriture et toute la viande que Mera avait cuisinée, ne lui laissant que les restes brûlés au fond de la marmite. Un jour fatal, alors que Mera vendait dans la rue, elle vit un homme mort étendu sur le sol. Son cœur innocent prit le dessus. Elle courut vers lui. Que s'est-il passé? Comment retrouver sa famille? Mais un groupe de femmes jalouses, qui la détestaient depuis longtemps à cause de sa beauté, virent là l'occasion rêvée. Elles se mirent à crier. La fille aux cheveux maudits a tué quelqu'un. Venez voir. La sorcière. L'enfant maudite. Une foule se forma et se jeta sur Mera. Sans poser de questions, ils la frappèrent. Ils la giflèrent, la bourrèrent de coups de pied, déchirèrent ses vêtements. Mera se recroquevilla en boule, suppliant qu'on l'épargne. Ils la battirent jusqu'à ce qu'elle soit couverte de bleu et brisée. Quand Mera rentra chez elle, ensanglantée et sale, Madame Dorcy l'attendait sur le seuil. Elle savait très bien que Mera n'avait rien fait. Mais la jalousie l'emporta. Quelle honte tu apportes à cette maison. Toi et ces cheveux maudits. Aujourd'hui, j'en finis. Je vais te couper ces cheveux maintenant. Chioma courut chercher une vieille paire de ciseaux de couture rouillés. Elles maintinrent Mera au sol tandis qu'elle suppliait. S'il vous plaît, tante. C'est mon seul cadeau. S'il vous plaît. Mais la pitié avait quitté cette maison. Snip. Snip. Le bruit était écœurant. Madame Dorcy taillada sauvagement les magnifiques mèches noires et blanches jusqu'à ce que le crâne de Mera soit complètement rasé, ne laissant que des plaques irrégulières et douloureuses. « Regarde-toi maintenant » ricana Dorcy en donnant des coups de pied dans les tas de cheveux lumineux éparpillés par terre. « Tu n'es plus rien. » Mera fut brisée. Elle avait perdu son orgueil, son unicité. Elle pleura jour et nuit, mais ses cheveux restaient chauves. La stigmatisation dans le village devint insupportable. On l'appelait meurtrière. Au marché, les femmes couvraient leurs marchandises. Ne laisse pas la sorcière chauve regarder mes tomates. À la rivière, tout le monde s'enfuyait en disant qu'elle empoisonnait l'eau. Les enfants lui lançaient des pierres. Mais les dieux veillaient. Un mois plus tard, après que les cheveux de Mera eurent été coupés, une terrible calamité frappa le village. Les rivières s'asséchèrent complètement. Les cultures se fanèrent et se transformèrent en poussière. Ni pluie, ni rosée. La faim et la soif s'installèrent partout. Le roi du village promit la moitié de son royaume à quiconque apporterait une solution. Les devins sacrifièrent des animaux, les pasteurs prièrent, mais rien n'y fit. La situation empirait. Les enfants mouraient de faim, certains parents mangeaient des lézards pour survivre. Madame Dorcy et Chioma n'étaient plus que des ombres d'elles-mêmes, affamées et assoiffées. Mera, elle, alla pleurer sur la tombe de ses parents pendant 3 jours. Venez me chercher. La souffrance ici est trop grande. Mes cheveux sont partis. Je préfère mourir que vivre ainsi. Soudain, un esprit apparut sous la forme d'une femme faite de nuages. Elle toucha la tête de Mera. Aussitôt, ses cheveux repoussèrent, longs, fournis, magnifiques et lumineux. Mera, stupéfaite, demanda « Qui êtes-vous? Vous avez ramené ma joie. Je me sens à nouveau vivante. » L'esprit répondit simplement « Mera, tu es la sauveuse de ton monde. Va maintenant au village. Coupe un seul cheveu et mets-le dans la rivière à sécher. Demain, l'eau coulera à nouveau en abondance. Ensuite, enterre exactement 100 cheveux au carrefour du village. Le lendemain, la nourriture reviendra en abondance.
Puis l'être disparut. Mera, pleine de crainte mais reconnaissante envers ses parents, courut au village. Les gens furent choqués de voir ses cheveux avoir repoussé si vite. Ils murmurèrent « Comment est-ce possible? Elle doit être encore plus sorcière. » Mera alla directement au palais. « Votre Majesté, j'ai la solution pour notre terre. » Le roi, agacé, répondit « Petite fille, tu te moques de nous? Dégage avant que je te jette au lion. » Mera supplia jusqu'à ce que le roi accepte enfin. « Fais ce que tu dois faire. Mais si ça ne marche pas, tu le regretteras. » Le lendemain, tout le village se rassembla au palais. Le roi annonça que Mera allait apporter la solution. Beaucoup riaient, d'autres menaçaient de la tuer si elle échouait. Escortée par 3 gardes, Mera se rendit à la plus grande rivière asséchée. Elle coupa un seul cheveu et le laissa tomber dans le lit vide. Puis elle alla au carrefour du village, coupa exactement 100 cheveux et les enterra. Elle revint au palais et dit calmement « C'est fait. Demain matin, le village se réveillera avec de l'eau en abondance et de la nourriture partout. » Le lendemain, un grondement secoua la terre. Les rivières se remplirent d'une eau claire et abondante. Les champs reverdirent en quelques heures. Les enfants et les animaux guérirent. Une pluie bienfaisante tomba sur tout le village. Les villageois explosèrent de joie. Ils dansèrent sous la pluie, y compris Mera et le roi. Le roi fit venir Mera devant lui et déclara solennellement « À partir d'aujourd'hui, Mera est la 2e personnalité du royaume. Elle est la mère de la terre. » Une immense fête fut organisée. On chanta et dansa le nom de Mera pendant des jours. Madame Dorcy et Chioma, vêtues de haillons, restèrent au fond, rongées par la honte. Elles regardèrent la fille qu'elles avaient martyrisée devenir la femme la plus puissante et la plus respectée du royaume. Mera devint la femme la plus riche et la plus aimée du village, prouvant à tous que, peu importe les épreuves, un cœur bon triomphe toujours. Fin. Merci d'avoir suivi cette belle histoire jusqu'au bout. Étoile rutilante.